Une, deux, vous m'entendez, oui. Ok, bien, bonsoir à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas vus, qui sont déjà un petit peu après. Voilà, je vais pouvoir commencer ce conseil communautaire, qui ce soir a effectivement un sujet majeur, puisque c'est le vote du budget, donc il y aura quelques bordereaux, quelques-uns assez conséquents, qui tournent autour des affaires financières. Alors, dans un premier temps, on va procéder à la désignation du secrétaire de séance. Secrétaire de séance, Benjamin de l'Assemblée. Pas de problème pour les signatures en temps et en heure, peut-être qu'on l'a vu la dernière fois. Ok, ça marche. Ben, écoute, je t'invite à procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Martial Le Breton. Voilà. Manière Renaudier absente donne pouvoir à Bruno Gabard. Bruno Gabard. Présent. Ronan Coignard. Présent. Fabrice Caro. Fabrice Caro m'a téléphoné, m'a dit qu'il aura un peu de retard. C'est un peu à la bourre. Sophie Coutan. Présent. Jacques Pivet. Présent. Edwige Messager. Présent. André Brien. Présent. Kevin Argentin présent. Marie-Noël Amiot. Présent. Jean-Paul Carafray. Jean-Marc Dugot. Stéphane Roux. Joël Le Mazurier. Marie-Vonne Guillemot. Nicolas Japoudet. Présent. Fanny Larmette absent de pouvoir à Nicolas Japoudet. Didier Grelier. Présent. Jean-Yves Josse. Présent. André Josse. Michel Philippe. Présent. Michel Berthaud. Présent. Denis Fréorel. Daniel Guillaume. Michel absent de pouvoir à Anne Vachon. Anne Vachon. Présent. Oui, Fanny Larmette arrive. Je sais qu'elle avait donné un pouvoir le temps qu'elle arrive, mais elle arrive plus tôt. Gérard Reynaud. Présent. Fabienne Briero. Michel Pichard. Yolande Morel. Arrivé. Francis Mailleux. Présent. Nelly Jolivet. Présent. Philippe Lois. Présent. Patrick Lotifon. Présent. Chantal Nicolas. Présent. Maurice Olivier. Présent. Elisabeth Derval. Présent. Jacques Lubuzinski. Présent. Hélène de Roc. On va arriver. Jean-Michel Barrault. Présent. Hélène de Givray. Présent. Alain Hervé. Présent. Monique Garot. Présent. Pierre-Jean Jarnot absent de pouvoir à Maurice Olivier. Guylaine Coudet-Pelard. Présent. Christophe Launay. Voilà, il va arriver tout à l'heure sans doute. Charles-Édouard Fichet absent de pouvoir à Roland Coignard. Daniel Maninck. Oui. Christian Lanoué. Présent. Hervé Brûlé. Présent. Jean-Charles Sentier. Présent. Annie Dessau, absente de pouvoir à Jean-Charles Sentier. Michel Bortet. Présent. Florence Penet. Oui, présent. Olivier Millet. Présent. Et Nathalie Geffroy. Très bien, corps est atteint, on peut valablement délibérer. Alors, on va passer au bordereau 2, qui est l'adoption du procès verbal du conseil communautaire du 2 février. Vous l'avez certainement reçu en temps et en heure. Est-ce que ce document a part des commentaires, des demandes d'explications supplémentaires? Je n'en vois pas. Passons est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Bordereau 3, on passe au compte rendu des décisions prises par le président par délégation du Conseil. D'abord, en ce qui concerne la région et la reconduction du âge des choses, on a la preneur BAP Studio sur l'opinion d'entreprise, une modification de surface mise à disposition. Le CCS du Rocher Bleu sur le pôle jeunesse de Josselin, en 34 mois, titre gratuit. Acte choix, une entreprise de Puermel pendant 24 mois pour 100 € pour taxe par mois. Hydrolocation à la pépinière d'entreprise à Puermel sur 2 ans également, 226,60 par mois. Zamdel Incubation
parc d'activité du Val d'Audron en Lénéac pour 1 373 € hors taxe par mois pour 23 mois. SMCM, un atelier relais sur l'atelier relais du parc d'activité de Montron pour 36 mois à 864 € par mois. CNPS, l'ange de compétences avec une entreprise à Clermel pour 23 mois, 168,50. La DMR Montron à titre gratuit à la Maison des Solidarités pendant 24 mois. Et M. Arnaud l'a dit, un avenant numéro 5 pour la pépinière d'entreprise, une prolongation de sa convention jusqu'au 30/09/23. Ensuite, sur d'autres marchés concernant les accords cadres à montant inférieur à 200 000 €, tout est similaire dans leur avenant. Sur la collecte un marché sur la collecte des déchets en bas de quai des déchetteries Clermel et Guillac, on avait simplement une modification du délai d'exécution, de façon à prolonger d'un mois au regard d'un recours contentieux qui avait été mené suite à l'attribution. Aménagement du secteur de Réampol, l'eau 1, terrassement et voirie, on a une plus-value due à encore des modifications sur les prestations réalisées, augmentation du délai d'exécution de 2 mois, plus 45 000 € sur un montant initial de 1 735 000 €. L'étude de faisabilité du dispositif de résorption de l'habitat indigne, l'étude qui a été menée par la communauté dans le cadre de Petite Ville de demain pour une tranche ferme à hauteur de 76 300 € hors taxe, qui a été attribué à la société Urbanis. Contrôler l'opération préalable à la réception sur les réseaux d'assainissement SEC Ouest, une prolongation de la durée du marché jusqu'à fin septembre 2023. Voilà. Ensuite, un dispositif enlèvement et traitement des déchets non valorisables dans les déchetteries Clermel communauté, titulaire Guillaume Environnement sur le marché d'un mois, toujours pareil comme tout à l'heure, concernant cette attribution en contentieux. Ensuite, sur l'aliénation de gré à gré, une cession d'un véhicule type Renault Trafic 2 qui est vendu à Mobility pour 4 000 €. Et créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires. Création d'un régie de recettes vers l'accueil des gens du voyage de Josselin. Il y avait un avenant numéro 1 à cette décision. Et un avenant à deux avenants qui sont apportés sur cette création de régie de recettes sur les gens du voyage de Josselin. Voilà ce que j'ai à vous présenter. Est-ce que vous avez des questions ? Je n'en vois pas. Ok, donc c'est un non-acte, puisque c'est simplement que je dois vous présenter les décisions qui ont été prises. Sur le numéro 4, on a compte rendu des décisions prises par le bureau communautaire par délégation du Conseil. Ça concerne un bureau communautaire qui a eu lieu le 23 janvier 2023. Vous savez, l'ordre du jour et le compte rendu de ce bureau qui est rattaché de façon détaillée. Malgré tout, s'il y a des questions, je n'en vois pas. Donc là aussi, c'est un non-acte. Je vous remercie. On a fini ces propos liminaires. Je vais à présent passer la parole pour les affaires financières, au règlement budgétaire et financier. Michel Richard. Merci, Monsieur le Président. Sur ce premier bandeau financier, c'est le règlement budgétaire de nouvelle comptabilité M57. Donc ce passage à ce référentiel M57 nécessite obligatoirement l'adoption des règlements budgétaires et financiers. Vous l'avez eu en annexe, reprend le cadre juridique du budget communautaire, les exécutions budgétaires, les opérations financières particulières aux opérations de fin d'année, et la gestion de la dette et de la trésorerie. Donc il est valable pour la durée de la mandature et peut toutefois réviser. Et comme je le disais précédemment, vous avez le règlement en annexe. Il y a un avis favorable de la Commission Finances et Système d'information du lundi 27 février 2023. Est-ce que sur la présentation, il y a des questions, des interrogations sur ce règlement, pardon? Je n'en vois pas, je vais mettre aux voix. Donc, pour l'approbation du règlement budgétaire et financier qui est annexé à la présente délibération, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté, je vous remercie.
Sur le 6, budget annexe, office de tourisme, subvention exceptionnelle, mais c'est une sanction qui revient tous les ans. Rappeler que ce budget annexe, office de tourisme, est financé par la vente de produits des boutiques, les recettes des visites et les balades gratuites, la location des VAE et le versement des commissions SNCF, mais bien évidemment, l'ensemble de ces recettes n'est pas suffisante pour équilibrer le budget. Donc nous allons chercher au niveau du budget principal l'équilibre, sauf à augmenter de manière... c'est impossible d'augmenter les tarifs pour équilibrer le service. Donc il s'agit d'aller chercher au budget principal pour équilibrer ce budget tourisme, donc la somme de 460 671,16 €. Pour information, nous avions prévu un peu plus de 500 000 € dans le budget primitif précédent. Donc, sur cette proposition, est-ce qu'il y a des questions? Des interrogations? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle de 460 671,7,16 €. Le budget annexe office de tourisme dans les conditions évoquées ci-dessus, et dire que les crédits sont prévus au budget 2023. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté. Même principe pour le budget annexe transport, mis en place depuis le mois de septembre 2018, financé par la vente des tickets de transport, participation de la communauté de communes de Saint-Main-Montauban, et ça n'aura échappé à personne depuis le 1er juillet 2022 par la taxe mobilité. Donc, il présente un besoin de financement pour l'exercice 2022 de 249 670,31 €. Pour votre information, il avait été prévu un peu plus de 300 000, autour de 300 000 € lors du budget primitif. Donc on a besoin de financement un peu moins conséquent que ce qui était prévu. Sur cette proposition, est-ce qu'il y a des interrogations? Je n'en vois pas. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 249 671,31 €, budget annexe transport dans les conditions évoquées ci-dessus, et dire que les crédits sont prévus au budget 2023. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je n'en vois pas. Adopté. Pour pouvoir parler de notre budget primitif, ça n'aura échappé à personne non plus, nous n'avons pas encore présenté le compte administratif, nous le représenterons au mois de juin, mais pour pouvoir présenter le budget primitif, il nous faut faire une reprise anticipée des résultats de notre budget 2022. Donc ce compte administratif sera voté le 15 juin. Ça nous permet d'avoir le temps pour affiner notre présentation, une analyse détaillée de l'exécution. Donc pour la reprise des anticipés, budget principal et budget annexe. Donc en budget principal, résultat cumulé, fonction investissement 6 696 259 contre 5 853 628 en 2021. Donc augmentation. 12 budgets annexes de part d'activité, un résultat cumulé négatif de moins 2 958 449 € contre moins 3 854 323 en 2021. Et 8 autres budgets annexes avec un résultat cumulé de 906 032 contre 2 383 482 € en 2021. La différence importante est notamment due au budget assainissement avec des travaux très conséquents sur 2022. Donc, ce qui fait un total général cumulé en 2022 de 4 543 841 € positifs, contre 4 412 788 € en 2021. Donc, c'est une présentation qui sera beaucoup plus exhaustive lors de la présentation du compte administratif au mois de juin. Est-ce qu'il y a des interrogations? Je n'en vois pas, je ne vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, nous allons attaquer le budget politique. Peut-être un propos linéaire, monsieur? Oui, effectivement, mon cher Michel, merci de passer la parole à ce titre-là. Sur ces budgets primitifs, quelques petits mots pour l'exercice 2023. Je voulais vous faire simplement une courte introduction au vote d'une des délibérations les plus importantes de l'année, puisque effectivement, je parlais de celle de l'adoption de notre budget primitif, je dirais, qui exprime bien entendu les ressources qui sont affectées, et notamment de la fiscalité, et je dirais des redevances que nous avons à voter, ainsi que des dépenses, tant bien entendu dans le
fonctionnement des services que dans notre politique d'action quotidienne, la destination des populations et des communes. Je veux rappeler un peu tout ce qui a trait aux SIG, aux PEL, aux RIV, l'informatique dans les écoles, l'ADS, l'habitat, l'animation économique, territoire d'industrie, l'enseignement supérieur et professionnel, enfin toutes ces politiques que nous avons fait le choix de mettre en place sur l'intégralité de notre territoire. Mais on parlera aussi bien entendu de participation au PETR, à destination enseignante, à l'emploi et différents éléments de ce genre. Et bien entendu, des dépenses qui seront affectées sur notre politique d'investissement de l'année telle qu'elle est programmée, telle qu'elle est prévue, telle qu'on a pu en débattre ici même auparavant. Nous sommes appuyés sur le rapport d'orientation budgétaire que nous avons étudié ensemble ici même le mois dernier, en posant des jalons prudentiels, je dirais, qui sont une capacité d'autofinancement suffisante et pérenne, une capacité de désendettement raisonnable et en tout cas inférieure au seuil d'alerte et en encours de dette maîtrisée. Ainsi, nous avons arrêté notre capacité d'investissement sur la période 2023-2027 à environ 43 millions d'euros pour le seul budget général, soit je dirais une moyenne qui est de 11 millions d'euros à peu près par an pour ce qui se traduira pour 2023 à des crédits un petit peu inférieurs, puisque ce seront un petit peu moins de 10 millions sur le budget général. Si l'on agite des crédits inscrits sur les budgets annexes, comme le dit souvent notre vice-président en finance Michel Pichard, l'importance des crédits annexes, c'est une somme de 9 millions 100 000 sur les budgets annexes, donc c'est une somme de près de 19 millions qu'on prévoit d'investir en 2023. En section de fonctionnement et pour assurer l'ensemble des services aux populations et aux communes, on consacrera quelques 24 millions de dépenses réelles. Là aussi, si nous ajoutons les dépenses de fonctionnement de nos budgets annexes, c'est une somme véritable de plus de 31 millions d'euros qui seront prévus, dont s'il étant près de 7,7 millions consacrés aux services assainissement et déchets ménagers et assimilés, soit un quart des dépenses. Ce sont des sommes importantes qui viennent financer toutes nos compétences dont vous connaissez bien l'ampleur et je dirais dont le sous-main que vous avez sous les yeux fait véritablement l'inventaire. Vous allez voir un peu sur tout notre champ de compétences. Elle nous oblige à être prudents, à être circonspects mais aussi ambitieux pour notre territoire et je dirais bien entendu ce qui est le propre de nos missions, le service auprès de nos habitants et des entreprises. Aujourd'hui, c'est autrement plus complexe et surtout les possibilités des élus locaux sur le destin de leurs finances et l'autonomie financière se sont considérablement réduites. Je le dis, non pas pour qu'on s'en plaigne, mais pour en faire le constat juste et pour pouvoir adapter notre stratégie financière à cette nouvelle donne. Il faut savoir que nos ressources fiscales et assimilées, qui étaient autrefois de la seule responsabilité des élus locaux, sont aujourd'hui réparties en, je dirais, 3 grandes catégories. La fiscalité traditionnelle, non affectée, qui a vocation à financer les charges publiques, je dirais en gros celle du budget général, qui ne représente que un peu plus du quart, puisque c'est 27% du total, dont 12% payés par les ménages et 16% par les entreprises. La fiscalité affectée, spécialement des dépenses précises, qui représentent près de 30% du total, dont 18% pour les déchets et l'assainissement. Essentiellement les ménages qui financent les déchets et l'assainissement. La taxe de séjour acquittée par les touristes, 0,55%. Le versement mobilité, qui est nouveau certes, mais qui est présent pour 3,6%. Payé par les employeurs privés et publics. Et enfin, la taxe GEMAPI appliquée à la gestion des milieux aquatiques. Et enfin, je dirais sur le troisième volet, essentiellement des compensations de fiscalité disparues. L'État a supprimé les fiscalités et compense, peu ou prou, disons à peu près en équivalence les premières années, et qui représente ces dotations d'État en compensation 43% du tout, ce
qui veut dire qu'il n'y a pas d'évolution possible sur, bien entendu, sur ces compensations. On n'a pas de marge de manœuvre potentielle pour pouvoir appliquer nos politiques comme on le faisait auparavant. Évidemment, je dirais, il est bon pour les ménages de ne plus acquitter la taxe d'habitation et pour les entreprises moins de CFE et plus aucune CVAE. Mais il faut pour les collectivités faire mieux, sinon autant pour les habitants avec une dynamique de ressources qui se révèle être très amoindrie. C'est un fait, mais il mérite quand même d'être souligné. Pour autant, vous le verrez, lors de la présentation du budget, le permis communautaire en 2023 est toujours en mesure de pouvoir compter sur l'avenir en recueillant les bénéfices d'une gestion rigoureuse et économe des deniers publics. Page 8, vous trouverez une capacité d'autofinancement prévisionnel qui approche les 2 millions d'euros. En section d'investissement, nous sommes en mesure d'avoir une véritable politique d'initiative en consacrant des crédits importants pour les grands projets et les autres dossiers. Là, vous allez y trouver, page 54. La fin des travaux du pôle d'échange multimodal seront terminés. Les acquisitions de terrain pour le futur centre aquatique. Le démarrage du pôle enfance et jeunesse. Là, on est à 10 millions sur la période 2023-2027, je le rappelle. Près de 700 000 euros seront consacrés aux aides à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du PLH. Nous consacrerons aussi une somme importante à notre système informatique, ceci pour nous organiser contre les cyberattaques qui tendent à se multiplier dans les collectivités françaises. La presse s'en fait largement l'écho régulièrement. Et je dirais, on doit rajouter également d'autres crédits qui visent à améliorer le quotidien de nos concitoyens. On doit aussi ajouter pour les budgets annexes près de 2 millions pour créer des parcs d'activités pour qu'ils aient les conditions optimales d'accueil des entreprises. 486 000 euros sont fléchés sur les bâtiments économiques, 487 000 euros pour le service des déchets ménagers, et enfin 6 292 000 pour l'assainissement, donc 200 000 euros pour l'amélioration des installations autonomes. Je disais un contexte financier plus difficile à appréhender, mais aussi une gestion prévisionnelle prudente qui nous permet de continuer à équiper le territoire. Voilà le défi qu'on se lance cette année encore, je dirais. J'espère pas avoir été trop long là-dessus sur ces propos liminaires, mais je tenais à bien contextualiser cette proposition budgétaire que je soumets à notre décision collective. Ceci, bien entendu, après que notre collègue Michel Pichard nous l'aura largement passé en revue de détail, comme il sait si bien le faire. Cher Michel, je te passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a deux manières de mener toutes ces banderoles budgétaires. C'est soit vous emmener jusqu'au bout de la nuit et regarder ligne par ligne du gros document que vous avez eu en main, que vous n'avez pas manqué de parcourir. Mais je vais vous proposer de faire comme d'habitude, d'aller à l'essentiel. Je pense que là-dessus, vous me rejoindrez. Par contre, s'il y a des interrogations sur différentes lignes que vous avez au niveau du gros document, n'hésitez pas à m'interpeller et je répondrai autant que faire se peut. Avant d'aborder directement le budget, il faut passer par deux bordereaux. Le premier, c'est la fixation du montant de la taxe GEMAPI et ensuite la fixation des taux d'imposition. Je rappelle que la taxe GEMAPI doit être affectée. Elle est gérée, elle est déléguée d'une part au SMGBO et d'autre part à OE-Vilaine et doit être affectée des opérations spécifiques d'investissement et de fonctionnement. Donc le montant de cette taxe le montant recouvré par le truchement de cette taxe est de 117 000 euros pour l'année 2023. Donc je charge ensuite de récupérer sur une feuille d'imposition ce montant. Donc il est proposé de fixer pour l'année 2023 le produit de la taxe GEMAPI à 117 000 euros. Il y a des interrogations? Oui. J'aurais une question concernant cet impôt et qui ne peut être utilisé uniquement pour la gestion du milieu aquatique ou les inondations, les fortes inondations. On voit avec le changement climatique, on parle de plus en plus de sécheresse ou
d'incendie, comme on a pu le voir sur notre territoire. Est-ce que cette taxe peut servir pour créer des réserves d'eau ou des choses comme ça? Normalement, c'est pas prévu. Gestion de milieu aquatique, c'est préservation de la ressource. C'est remis en page des cours d'eau. Voilà, on essaie de faire, ça peut être, c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs, ça peut paraître étonnant, mais ça sera plutôt le complément je dirais, la remise en état, dans l'état naturel de certains plans d'eau, qui sont notamment ceux qui sont sur les ruisseaux. Parce que c'est peut-être dur à admettre, mais l'eau se conserve mieux dans le sol que dans une réserve. C'est-à-dire que dans une réserve, elle ne s'évapore. Dans le sol, elle reste. Et voilà, bon, c'est les scientifiques hein, qui le disent. Voilà, donc je ne sais pas ça du chapeau. Mais voilà, pour ce qui est des réserves, honnêtement, non, sur les réserves incendies, ce sera certainement le ça en fera pas. Est-ce que, sous-jacent à ta question, se trouvaient les réserves collinaires? Ah non, ça pas Non. je pense. Rien à voir avec ça. Il est passé pour les hadiths. Non, alors j'ajouterais que sur la taxe GEMAPI, elle est encadrée par la loi. La taxe GEMAPI doit s'adresser à cette compétence GEMA et PI, prévention des inondations. GEMA, gestion des milieux aquatiques. On a délégué justement cette compétence GEMA au SMGDO. Le SMGDO aujourd'hui a ce champ de compétence dans un cadre en plus. Parce que le SMGDO aujourd'hui a même des missions supra par rapport à la mission GEMA préalablement prévue. Et la taxe GEMAPI n'a pas la possibilité de rentrer dans ce champ véritable. La gestion PI, on l'a déléguée à Haut-et-Vilaine. Haut-et-Vilaine, voilà, anciennement IAV, pour retracer un peu l'historique de cela, qui elle fait la gestion totale sur l'ensemble du bassin de la Vilaine, sur cette prévention des inondations. Haut-et-Vilaine fait également de la GEMA dans d'autres secteurs, mais nous on l'a délégué au CMGDO. Et donc je dirais les attributions que l'on fait dans cette taxe GEMAPI doivent être ciblées essentiellement vers ces éléments. Là, dans le cadre PI, on attribue à Haut-et-Vilaine une contribution financière pour cette gestion PI, et si on devait demain réaliser des investissements dans ce cadre-là, on pourrait, je dirais, s'appuyer sur la chinerie de Haut-et-Vilaine pour pouvoir les réaliser, mais les investissements resteraient à l'intercommunalité. Par contre, sur le GEMA, on est dans le même ordre d'idée, donc on a du mal à l'imaginer. Alors, il faut savoir que cette taxe est aujourd'hui relativement contenue par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2022. On peut supposer, on est en droit de supposer, on est en droit d'imaginer qu'en 2024-2025, il y aura une montée en puissance du GEMA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une volonté du pouvoir public de pouvoir travailler de façon accrue sur le modèle de gestion des milieux aquatiques. Et il demande aux collectivités, dont nous avons champ de compétences, je rappellerai que nous autres, en tant que nous avons la compétence sur l'eau dans sa globalité, en tant qu'intercommunalité, l'eau dans sa globalité, et cette gestion de GEMA, on devra abonder de façon supplémentaire. L'agence de l'eau nous a bien précisé qu'à chaque euro que nous mettrons, eux abonderont bien entendu de la même façon de notre côté, mais il faut l'implication des collectivités si on veut davantage. Et si on veut davantage d'actions, davantage de résultats, il faudra que le SMGDO monte en puissance sur ses champs de compétences sur l'étendue du territoire. On en a connaissance un peu, pour arriver aujourd'hui, on est à moins de 2 euros par habitant. On peut imaginer que d'ici 3-4 ans, on sera très certainement plus près des 7-8 euros par habitant. Il faut savoir que les secteurs de la région rennaise, ils sont déjà à peu près à 10. Mais ils sont un peu plus dégradés que nous, mais pour autant, on a des choses encore à faire et à parfaire dans ce secteur. C'est pas une gaieté de cœur, mais ça fait partie des choses qui nous incomberont de façon supplémentaire. Voilà, je voudrais dire ce que la taxe GEMAPI. Ok, pas d'autres interrogations? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Sur la deuxième, la fixation des taux, rappelez ce que nous a dit M. le Président tout à l'heure. Depuis 2021, les communes et les EPCI ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation sur la résidence principale. La situation s'achève en 2023, donc pour tous les contribuables. Cette perte de ressources est compensée par les EPCI pour l'attribution d'une fraction de TVA nationale.
et que la communauté continue de percevoir la TH sur la résidence secondaire avec un taux qui était bloqué jusqu'en 2022. Donc nous allons avoir à voter un nouveau taux sur les taxes, sur les résidences secondaires, taxes d'habitation pour 2023. Dire également que dans le cadre du plan de relance, l'État baisse les impôts de production en réduisant de moitié les bases de foncier bâti et de CFE des entreprises industrielles, avec une compensation qui est versée et qui sera égale au produit de la perte de base par le taux de foncier bâti de CFE de 2020. Et enfin, une suppression de la CVE compensée par une fraction de la TVA. Donc à partir de ces constats, vous avez eu également la proposition sur le budget primitif 2023. On en avait débattu lors du débat d'orientation budgétaire. Ce qui nous attend sur 2023, c'est une augmentation conséquente des bases. Donc, TH 7,91, foncier bâti 7,56, foncier non bâti 6,63, CFE 7%. Donc il est proposé de reconduire les taux de fiscalité de 2022 pour le foncier bâti, foncier non bâti et CFE. Je viens de parler de suite de la taxe GEMAPI. Le versement également, il faut soumettre le versement mobilité sur le budget annexe, transport en année pleine. Sur un autre sujet qui concerne, vous l'avez évoqué également, qui concerne la taxe sur les ordures ménagères pour l'ex-communauté de communes de Josselin et la communauté de communes de Pernelle, eh bien, nous avons un taux qui augmente de 3,20 points. 3,20 points, ça paraît un peu conséquent, mais dans les deux cas, c'est plus de 30% d'augmentation. Donc, comme vous l'avez rappelé la dernière fois, c'est bien une taxe qui figurera sur la même feuille d'imposition que le foncier bâti. Et compte tenu que les gens, bien souvent, ne regardent que ce qu'ils vont payer en dernière ligne, ça risque peut-être d'être conséquent dans certains endroits. Mais je rappelle également que sur cette taxe sur les ordures ménagères, elle va directement sur le budget annexe, et le budget annexe des ordures ménagères a vocation à s'auto-équilibrer tant en recettes qu'en dépenses. D'où cette augmentation nécessaire pour équilibrer le budget. Et puis, enfin, la disparition de la CVAE qui est compensée par une nouvelle fraction de TVA, comme pour la taxe d'habitation. Rappelez, comme l'a dit le président, qu'aujourd'hui, nous passons à un pilotage de taxes à hauteur de 49,35% contre 79% en 2019. Vous voyez notre dépendance vis-à-vis des compensations de l'État. Donc, voilà, donc il est proposé, comme je vous l'ai dit, de maintenir, de reconduire les taux d'imposition pour foncier bâti, CFE, foncier non bâti et taxe d'habitation sur la résidence secondaire, et de passer de 10,27 à 13,47 pour les communes membres de l'ancienne Ploermel communauté et de 9,04 à 12,24 pour l'ancienne Josselin communauté pour ce qui s'agit de la taxe sur les enlèvements des ordures ménagères. Sur cette présentation, est-ce qu'il y a des interrogations? Oui. Sur Noé. Sur comment la taxe d'habitation résidence secondaire, c'est reporté en 2024, il me semble. Tu peux comprendre. Non, 2023. C'est la résidence secondaire. Nous devons fixer un taux pour les résidences secondaires sur 2023. Pour 2024. Non, pour 2023. Non, 2023, on a l'obligation de fixer le taux. Il faut savoir que dans certaines communes, il y a des majorations possibles si on est dans le décret. Si on est dans le décret d'application. Je suis pas sûr qu'on y soit. On regarde un petit peu du pourcentage de résidences secondaires pour rester sur le territoire. Pas comme dans les zones, je dirais, côtières. C'est un petit peu chiant. En tout cas, on n'a pas la possibilité de l'augmenter. Ou alors, si, on peut l'augmenter, la TH. Mais dans ces cas-là, par effet de lien, il nous faut augmenter le foncier bâti. Donc, dans la mesure où on a fait le choix de ne pas augmenter le foncier bâti, on ne touchera pas à la TH. Ok? Oui. Oui, oui, d'autres questions. Oui, Donc, en parlant de la taxe ordures ménagères, le montant de la taxe, elle augmente réellement de plus 39% si on se réfère à l'impôt qu'on a payé en 2022, puisque les bases augmentent, donc il y a des 31% contre du permet, plus de la base. Donc, plus on trie, plus on paye. Que l'on trie bien ou pas, c'est le même tarif. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine injustice. Je laisserai le vice-président en charge apporter tous les. Le côté technique, moi, d'un point de vue financier, on me dit il faut équilibrer.
Et, Donc, et j'ai des recettes et j'ai des dépenses. Donc, et la question, sur la notion de prix, j'anticipe sur 2024 là-dessus, parce qu'à un moment donné, on va passer à l'ordonnance législative. Quand on voit que ça augmente là, qu'est-ce qu'on sera dans l'ordonnance législative? alors, Alors, l'idée de la redevance incitative, c'est justement de récompenser celui qui trie mieux. Voilà. Mais on n'y est pas. Et donc, malheureusement, comme dit le vice-président de Finance, il faut équilibrer le budget. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'argent là n'ira que aux déchets et pas ailleurs. S'il y avait, et le fait de passer à la collecte incitative nous occasionne des frais supplémentaires aussi qu'il faut financer. Et notamment, pour l'instant, en matière de personnel. Pour l'instant, on n'a pas encore d'investissement, mais il y en aura aussi, forcément, même si on essaiera de les limiter. Et donc, il y a des frais d'études également. Peut-être qu'on aurait dû se lancer un petit peu plus tôt dans cette redevance incitative et ne pas laisser croire que les déchets allaient ne pas coûter. En fait, on était dans un système peu coûteux, il faut le dire. Par le passé, le coût de traitement à la tonne était faible. Donc, le ramassage en apport volontaire, c'est le moins coûteux aussi, je dirais. En tout cas, c'est moins coûteux que de l'individuel. Mais on est arrivé au bout du système parce que justement, peut-être que vous avez la sensation de bien trier. Moi aussi, je fais de mon mieux, hein. Il faut me faire confiance pour trier. Et j'essaie d'éduquer tous ceux qui m'entourent. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce que les refus de tri, à l'échelle du Cyclomis, c'est 25% de refus dans la poubelle jaune qu'il faut traiter. La quantité dans la poubelle verte s'est stabilisée, on va dire. Ça n'a pas augmenté. Mais... Et puis les déchetteries, on l'a déjà évoqué, hein, mais malheureusement, là, les tonnages augmentent et les coûts de traitement également. Donc, oui, j'espère qu'on aura une bonne surprise l'année prochaine. On est en train, évidemment, vous imaginez bien, de travailler ce sujet et pour faire en sorte de réduire les quantités collectées. Il est par là qu'on arrivera, parce que le coût du traitement, on ne le maîtrisera pas. Il est très dépendant du coût énergétique. Et donc, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, il ne faudra pas faire d'illusion là-dessus. Par contre, sur le tonnage, on peut agir énormément. Et aller chercher et faire comprendre aussi à tous ceux qui produisent du déchet que le déchet, à un moment donné, il a bien un coût. On a le sujet en ce moment en agriculture, puisqu'on refuse les tracteurs en déchetterie, qui nous amenaient quelquefois des remorques de 15 tonnes, donc on a dit on va arrêter par là. Mais en fait, en agriculture, on a une filière quasiment pour tout aujourd'hui dans les déchets. Et donc, il n'y a aucune raison de collecter des déchets agricoles dans une déchetterie, puisque il y a les filières elles sont gratuites, il suffit de stocker et d'envoyer chez les fournisseurs. Et je me disais que finalement, on devrait peut-être faire ça dans tous les domaines. Et finalement, quand on va chercher ses courses au supermarché, quand on retourne chercher ses courses, on pourrait ramener ses emballages aussi, par exemple. Et ce serait pas mal, ça. Si les supermarchés pourraient s'occuper des emballages qui nous font. Voilà. Et or là aussi, il y a longtemps qu'on dit qu'il y a trop d'emballages, mais en fait, il y en a de plus en plus, et puis j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter. Donc, voilà, le déchet, c'est un coût. Je suis désolé, on équilibre. Effectivement, l'augmentation est conséquente cette année. Donc, le dernier conseil communautaire, je vais expliquer qu'on avait baissé la ligne déchets. Effectivement, on n'avait pas baissé la taxe globale parce qu'il fallait que le budget, évidemment, principal s'y retrouve. Évidemment, là, l'augmentation est conséquente. On a le même sujet au syndicat de traitement, où là aussi, il va falloir faire des investissements conséquents pour anticiper, gérer. En tout cas, résoudre les tonnages excédents qu'on a en matière de déchets, ça aussi, il faudra financer d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on est rattrapé, là, on est au bout d'un système, on est rattrapé par système, et aujourd'hui, voilà. Voilà, si je complétais un tout petit peu, je dirais aujourd'hui, pour limiter justement ces volumes de déchets, on va mettre en place des mesures assez drastiques, des déchetteries avec des contrôles d'accès, badgeage, des éléments de ce genre qui vont permettre effectivement de ne plus faire un peu comme on l'a eu trop tendance à le faire en disant c'était open bar, je dirais, si le terme est assez évocateur, on allait à la déchetterie pour se débarrasser de tout ce qu'on avait et ensuite c'était à la collectivité de tout gérer.
au regard des coûts engendrés et des volumes pharaoniques qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il s'agit de resserrer, redresser la barre, resserrer le boulon, on dirait, pour pouvoir diminuer de façon très sensible ces coûts à la déchetterie notamment, qui, je rappelle, est le principal poste de dépense de nos ordures ménagères, donc c'est à ce titre-là qu'on va tâcher de voir. Et la volonté aussi qui est menée, puisque une étude est en cours, vient juste de démarrer concernant la mise en place de, je dirais, de l'incitatif dans nos financements, ceci à échéance et de façon aussi à harmoniser le dispositif sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait face, je dirais, à plusieurs dispositifs, que ce soit la TOM, la taxe d'ordures ménagères traditionnelle qu'on applique sur Josselin et Ploermel, alors la redevance incitative sur Moron-Portret, et voire même un autre type de financement dont je ne trouve plus le nom exact du côté du Val-d'Oust. Mais ça veut dire que nécessaire harmonisation, donc c'est un travail de fond qui va nécessiter de remodéliser tout le dispositif. Comme l'a dit Stéphane également, ça va nécessiter des investissements. Demain, on aura très certainement des moyens de collecte un petit peu différents qui devront être appropriés, mais qui vont permettre à tout un chacun de mesurer, de quantifier sa consommation et demain d'avoir une contribution financière qui ne sera pas nécessairement basée sur sa surface habitable, mais bien entendu sur sa consommation d'ordures ménagères. D'ailleurs, l'esprit du législateur d'identifier clairement un budget en disant sur le budget ordures ménagères, vous êtes financé par une taxe ordures ménagères, c'est bien dans cet état d'esprit, de façon à nous amener à prendre conscience du coût et d'essayer d'avoir une maîtrise. Parce que cette maîtrise, elle n'est pas seulement financière pour notre portefeuille, ça fait du bien à notre porte-monnaie de maîtriser les choses, mais aussi, bien entendu, en termes de gestion de tous ces produits dérivés qui, effectivement, se retrouvaient enfouis et qui n'auront plus l'autorisation d'être enfouis demain, voire en valorisation aléatoire et des éléments de ce genre qui devra être complètement maîtrisés demain. Ce sont aussi un nouveau paradigme, ce sont des choses qui seront à revoir pour pouvoir maîtriser, je dirais, notre gestion des ordures ménagères. Alors, ce que je dis là, ça s'applique à tout le monde. Il ne faut pas croire qu'on fait des fantaisies à faire la même communauté. Si vous regardez bien un petit peu autour de vous, c'est valable pour tout le monde et tout le monde s'est saisi de ce sujet. Même si tout le monde s'est saisi du même sujet que vient d'évoquer Michel tout à l'heure, une hausse de nos contributions financières aux ordures ménagères, parce que justement le contexte est ainsi, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, on est face à des augmentations spectaculaires des coûts des marchés. Nous, on est tributaires, bien entendu, des coûts des marchés. On a eu les renouvelés dernièrement. Ça a été la vilaine surprise quand on a considéré les nouveaux coûts, et on se doit de les appliquer. D'où ce soir l'application stricte sur une partie de notre territoire, je le rappelle, puisque on est sur cette tome uniquement sur les secteurs de ex-Josselin communauté et ex-Ploermel communauté d'antan, et entendu que la redevance qui est incitative, qui est d'actualité sur le Port-Ouette et sur Moron, ce sera sans doute aussi réaménagé par le syndicat de traitement qui aujourd'hui est directement effectue la prestation et le financement. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à voir dans ce cas. Voilà ce que j'avais juste à rajouter en complément de ce qu'a dit Stéphane pour illustrer le pourquoi de cette augmentation somptuaire. Juste pour compléter, avant de vous laisser la parole, il faut savoir également que si demain le choix d'harmonisation sur l'ensemble du territoire se fait à la redevance incitative, il faut savoir que certains contribuables de Ploermel et de Josselin ils verront beaucoup d'intérêt parce qu'ils verront leur montant diminuer considérablement parce qu'elle ne sera plus assise sur le foncier bâti, mais vous aurez aussi des gens qui ne payent pas des sommes considérables, qui verront augmenter leur montant. Donc dans ces cas-là, souvent ceux qui baissent ne disent rien, ceux qui augmentent. Donc ce sera un autre sujet lorsqu'on va débattre de cette affaire. D'autres questions ? Oui, j'aurais juste voulu savoir pourquoi on n'harmonise pas du coup le taux entre les deux anciennes Comcom. Parce que c'est l'antériorité qui fait que
il n'y a pas d'harmonisation sur le taux, on part du taux qui était appliqué antérieurement dans chaque communauté de communes. C'est un choix communautaire. Vous savez, le taux, il est peut-être là, mais la grande relativité, c'est la base qui permet, sur laquelle on applique le taux. Vous savez très bien qu'il y a des énormes disparités entre les bases, entre les communes, même des communes de grande proximité. Et surtout là, le sujet, c'est pas vraiment sur le taux. Même si, c'est pour ça que ce n'est pas un vrai sujet, c'est pas appesantir là-dessus. Oui, moi je voulais appuyer la remarque de Mme Caudet, parce que mon petit calcul a fait que c'est pas 30% qu'on va payer supplémentaire. Dans mon calcul, c'est 44%. Voilà, parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas tenu compte de la base de taxes d'habitation, de taxes foncières bâties, qui va augmenter de 7%. La deuxième remarque, c'est que normalement, je suis membre du COPIL tarification incitative, et on a eu une réunion de mise en place du COPIL au mois de mai ou juin, et depuis, plus rien. Alors qu'il y a énormément de réflexions à mener autour de ce sujet-là. Vous avez une étude en cours, hein, donc attendez que l'étude soit terminée, et puis après là, on va pouvoir travailler sur le sujet. Je pense qu'il y aura d'autres réunions sur la collecte incitative. Et là, pour le coup, le taux n'est pas en lien avec la redevance incitative. Pour le coup, on est bien sur le système d'aujourd'hui. Enfin, je vous rassure, hein, c'est vrai que l'étude est bien en cours. Hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer le cabinet d'études qui le fait. Et c'est pas pour discuter de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont à faire, ni des conclusions, puisque bien entendu, c'est sur la démarche et sur, bien entendu, je dirais, être rassuré sur le fait qu'ils travaillent bien dans l'optique qu'on attend, c'est-à-dire nous sortir un état des lieux qui nous permettra demain de pouvoir juger de ce qui pourra être appliqué sur l'ensemble du territoire, avec le mot incitatif, puisque la loi nous oblige à mettre l'incitatif quelque part. Sur cette remarque d'augmentation, effectivement, moi, dans mon analyse, c'est un pourcentage par rapport au taux. Mais effectivement, il y a l'intégration des bases à la loi derrière. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres remarques? Non, je voulais juste intervenir pour vous dire que si les deux taux avaient été présentés séparément, c'est-à-dire qu'on avait une délibération pour le taux d'imposition et pour le taux d'enlèvement ménagère, j'aurais peut-être modifié le mot, c'est-à-dire que je pensais voter pour les taux d'imposition, la reproduction. Et voilà, donc est-ce que c'est possible d'avoir un peu de délibération différente? On peut, par contre, j'ai une interrogation. Dans la mesure où la loi nous oblige à équilibrer ce budget, comment vous faites si on n'a pas les recettes? Je ne sais pas les Ça pose interrogation quand même. Oui, Joël. Oui, si je peux me permettre, moi c'est pour détourner quelque peu sur la même communauté. Là, je vois les augmentations que vous avez. J'étais dernièrement à une réunion de l'AILP, c'est ça, Monsieur le Président, où ça représente 14 communautés de communes au niveau, principalement, là c'était des réunions sur les déchets. Les 14 communautés de communes et leurs syndicats sont dans la même problématique avec des taux d'augmentation pour des voisins qui nous collent à 30% cette année et déjà prévu 30% l'année prochaine. Et pour dire, nous aussi qui sommes sur le SMICTOM et avec la redevance incitative, l'année dernière ça a été 12,50% et cette année ce sera très certainement du 9%. Tout ça pourquoi? Parce que les marchés augmentent et là on ne maîtrise pas tout ça avec le coût de l'énergie et ainsi de suite. Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est la TGAP, une taxe sur les enfouissements. Là, c'est une taxe qui est d'État, et là aussi, il y a M. Pousse qui passe, et tous les ans. Et on est sur les enfouissements, si je me rappelle bien, on doit arriver à 55 € la tonne. À une tonne, c'est vite fait. Et puis, à l'incinération, je regarde Stéphane, ça doit être à 16 ou 17%. À 16 ou 17 € la tonne. 17 cette année. C'est ça, hein, voilà. Donc vous voyez,
Oui, voilà, Il ne faut pas croire que c'est une mauvaise gestion des ordures ménagères sur le territoire de Josselin et de Permel. C'est au niveau national que ça rencontre ce problème. Il suffit de voir la presse régionale, ce sont tous les syndicats, bien sûr, on paye toujours trop cher, mais et les contraintes qu'il y a dans les prix et tout ainsi de suite, et les filières après qui font les transports et ainsi de suite. Et les taux de refus, ce n'est pas gratuit parce que ça part dans une usine sur les bacs jaunes, ça part dans les usines comme de Prec, les usines de tri, mais si c'est refusé, le camion il revient. Et ce camion il revient, il faut à nouveau le traiter, payer le transport et ainsi de suite. Tout ça c'est très complexe. Hein, J'ajouterais même ce que tu viens de dire, et qui est très très pertinent, et merci de suivre ce dossier des déchets avec pugnacité. S'il y en a un chez nous, tu te suis avec pugnacité, n'est-ce pas Stéphane? C'est bien toi. Quand les premiers éléments chiffrés qui m'ont été rapportés justement sur cette probable augmentation, cette nécessaire augmentation des ordures ménagères, il m'avait été rapporté dans les services que si on laissait faire comme on est aujourd'hui, si on continuait, comme je disais tout à l'heure, le bar, etc., on le laisse faire tranquillement, on continue, sans faire attention à ce qui se produit dans nos déchetteries, sans être un peu rigoureux. C'est 45% d'augmentation qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui on était là. Donc aujourd'hui, pour contenir un petit peu cette augmentation et la mettre, je dirais, un petit peu dans des enveloppes entre 30 et 35%, c'est bien entendu en essayant de maîtriser ces coûts, en verrouillant quelque part les accès dans nos déchetteries, principalement, en ayant des politiques incisives en termes de gestion, notamment, comme tu l'as très bien dit, sur la gestion des recyclables. Je me rappelle, au début qu'on l'avait mis en place, on était cité à l'échelle de la Bretagne comme étant des champions. On était 6-7% de taux de refus. C'était extraordinaire, c'était beau. Là maintenant, on est à 25-30%. On est comme tout le monde, quoi. On est bien canard. Depuis qu'on a augmenté les consignes de tri, rien ne va plus. C'est terrible, mais il y a une grande vérité de ce côté-là. Alors c'est vrai, la poubelle jaune est plus grosse que la poubelle verte aujourd'hui, mais une poubelle jaune où il y a 25% qu'il faut reprendre, reconditionner pour renvoyer dans un autre dispositif, comme tu l'as très bien dit, évidemment ça nous coûte encore plus cher que si on le mettait directement dans le bac vert. À la limite, quand on a un doute, le mettez dans le bac vert, ça nous coûtera moins cher que de le gérer en deuxième intention. Voilà, un petit peu sur les éléments de réflexion qu'on a là-dessus, mais je comprends qu'à un moment donné, je ne souhaitais pas voter ce genre de choses en disant une augmentation, moi je ne vote pas, moi je ne suis pas démagogue, ici, on dit voilà, la réalité est ainsi, on se doit de vous le présenter, on se doit également de vous expliquer le pourquoi des choses et surtout quelles mesures on peut prendre pour contenir, parce qu'autrement on devrait encore aller beaucoup plus loin que ça, mais on va le contenir et faire en sorte à ce qu'on puisse maîtriser les coûts demain en espérant qu'il y ait une sensibilisation de tous les acteurs, que nous sommes tous, que je dirais que tous nos concitoyens sont directement impliqués dans ce cadre-là. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais dit là-dessus. Autrement, sur les autres taux d'imposition, on a souhaité, comme on l'avait déjà évoqué, notamment dans les orientations budgétaires, à ce qu'on ait une pause un peu là-dessus, qu'on puisse continuer à avoir des actions concrètes sans avoir une pression fiscale accrue. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que sur ces OM, on ne sait pas faire. Voilà, vous savez que ce dossier aura porté débat, tout à fait normal. Après ces différentes explications, je vais mettre ces différents pots au vote. Donc sur les fiscalités, CFE, foncier bâti, non bâti, résidence secondaire avec maintien des taux, et sur les ordures ménagères de 10,27 à 13,47 pour permettre communauté, de 9,04 à 12,24 pour Jospin, ex-Jospin communauté. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention? Des oppositions? Je vous remercie. Merci pour votre confiance. Alors, nous abordons ensuite le budget primitif. Vous avez dans la présentation, bien évidemment, ce que nous avons débattu dans votre présentation, la ligne du DOP 2023. Sur le premier constat que l'on peut faire sur le budget primitif 2023 par rapport au DOP, ce que nous avions anticipé, nous étions partis sur les mêmes taux que nous avons évoqués précédemment.
Donc nous avions évoqué là je suis sur le fonctionnement, hein. Je le dis parce que sur l'investissement, rappelez-vous, nous avions un arbitrage à faire sur nos dépenses d'investissement pour réduire de manière assez conséquente la voilure pour rentrer dans des normes acceptables au niveau de la durée de désendettement au niveau de la CAF. Donc en total des recettes de fonctionnement, nous avions prévu 23 865 640 et donc nous avons un atterrissage à 23 859 000 avec une augmentation de 6,92 par rapport au budget 2022. Et au niveau des recettes, nous avions 26 190 000 euros prévus et nous sommes à un atterrissage à 26 350 140 avec une évolution des recettes plus 5,38 et les dépenses plus 6,92. Donc nous avons, comme vous pouvez le constater, un effet ciseau puisque les dépenses augmentent plus rapidement que les recettes. Sur la présentation sur le slide suivant, comme tous les ans, vous avez sur ce graphique les dépenses par différents chapitres. Je vais vous évoquer assez rapidement quels postes varient principalement et puis je vous renvoie bien évidemment sur le dossier complet que vous avez reçu par la Poste. Les charges générales progressent de 473 000 euros par rapport à 2022, une augmentation de 11,02%, mais on avait évoqué également lors des débats de rédaction budgétaire les principales variations qu'on peut évoquer, le poste énergie plus 46 000 euros. Je rappelle que sur ce poste énergie, sur 2023, nous avons encore une visibilité, puisque nous dépendons du contrat du SDEM sur 2024, gros point d'interrogation. Mais c'est la réalité pour l'ensemble des communes également. L'étude Petite Ville de demain, 80 000 euros. Alors il faut aussi, je vous dis les dépenses, mais on va retrouver de l'autre côté des recettes en conséquence. L'étude de la mutualisation qui sera faite dans l'année 2023, 40 000 euros. Les prestations conseil mobilité, plus 15 000 euros. Les contrats de maintenance pour les piscines de Pleurmel et de Moron en 45 000 euros. Les entretiens des parcs d'activité et d'Athènes, 40 000 euros. La LSH, dû à une augmentation de la capacité d'accueil, 11 200 euros. Le fonctionnement l'année pleine de France Service Pleurmel, 15 000 euros. Brocéliande Sport Nature, plus 5 000. Les nouveaux contrats de maintenance informatique a été évoqué, mais ça, vous savez très bien que ça me tient à cœur d'avoir une solidité au niveau de la cybersécurité. Donc, également, nouveau contrat de maintenance au cœur téléphonique, donc 82 900 euros. Mais à ce niveau-là, nous avons un remboursement au prorata par la commune de Pleurmel, les carburants plus 14 000, l'alimentation plus 12 000, les prestations de nettoyage de locaux plus 21 000. Sur un autre poste important qui sont les charges de personnel, une augmentation de 773 000 euros. On l'avait largement évoqué lors du débat de l'orientation budgétaire, l'augmentation de l'heure du point en année pleine 100 000 euros. Les refontes des prix en catégorie C 20 000 euros. Les postes 2022 en année pleine un peu plus de 300 000 euros. Les transferts de postes budgétaires, du budget annexe, pardon, de Fédérise vers le budget principal, plus 50 000 euros. Le GVT, 74 000 euros. Alors après, ici, la lecture de notre budget n'est pas toujours simple, puisque on a évoqué les budgets tout à l'heure, mais nous avons un budget annexe au niveau des ordures ménagères, donc avec un renvoi vers le budget annexe ordures ménagères de charges qui était au budget principal. La revalorisation du régime militaire, 190 000 euros. La demande de poste, 220 000 euros. Et puis les personnels extérieurs, l'utilisation par mail, le Boron, l'USO, 44 000 euros. Les charges de gestion courantes, la contribution du SDIS, 72 000 euros. La contribution territoire d'industrie que nous avions votée lors d'un précédent conseil communautaire, 100 000 euros. La subvention CIS, 20 000 euros. Les subventions d'association, 17 500 euros. Les redevances logicielles, 92 000 euros. Voilà ce que je pouvais dire en rapidité sur le commentaire de ce dossier sur les dépenses, sur les recettes. Donc, bien évidemment, les taux que nous avons votés récemment vont engendrer une recette supplémentaire conséquente. Sur les produits de services qui
diminue de 443 000 euros. La refacturation permet des évolutions cybersécurité, serveur, téléphonie, telles que je viens de l'évoquer. L'ajustement des recettes de la mutualisation, l'ajustement des recettes piscine, plus 36 000 euros, des recettes ALSH, plus 18 000 euros, la baisse des refacturations budget annexes non négligeable, moins 140 000 euros, et la transfert des participations de la CAF, pareil, sur un autre chapitre, qui n'est pas le chapitre de ce dossier, moins 333 000 euros, mais qu'on retrouve par ailleurs. Sur la fiscalité, c'est-à-dire que les produits fiscaux évoluent d'un peu plus d'1 million d'euros. Donc les impôts ménages maintiennent les taux de 22, mais avec l'augmentation des bases, 225 000 euros. La fraction de TVA, plus 452 000 euros. La CFE, plus 216. La TASCOM, plus 164 000 euros. Les IFER, donc avec une régularisation sur 2021, plus 32 000 euros. La taxe GEMAPI, plus 7 000 euros. Et la taxe de séjour, plus 50 000 euros. Nous avons également une évolution de nos dotations et participations de plus 762 000 euros. Donc ce sont les dotations d'Interpol, les nouvelles compensations sur les bases CFE, bases foncier bâti, la subvention du poste territoire industrie, j'ai évoqué la dépense tout à l'heure, mais il faut évoquer également la recette, donc territoire d'industrie, petite ville de demain, les France Services, plus 110 000 euros, et la subvention CAF pour l'handicap, plus ADEME mobilité, plus 125 000 euros. Les autres produits de gestion courante sont relativement stables, puisqu'on constate une augmentation de 47 000 euros, des loyers stables, et puis en dernier lieu, une petite dépense en moins sur les atténuations de charges, notamment sur les remboursements des arrêts maladie. Donc voilà pour la présentation des dépenses et des recettes de notre collectivité. Sur ce slide suivant, la capacité d'autofinancement net, qui est un critère très important. Vous voyez que nous avions, comme je l'ai dit tout à l'heure, en recette au DOB, expérimenté sur un montant de 26 220 000 euros, nous sommes à 26 380 140. Les dépenses, 23 744 000, nous sommes sur un montant de 23 716 000 euros. Donc, une épargne de gestion, moins les intérêts, avec une épargne brute, moins le capital, ce qui nous fait une CAF hors session de un peu plus que ce qui avait été estimé lors du DOP, à 1 883 140 euros. Donc voilà, c'est un montant effectivement qui est en baisse par rapport à 2022, mais qui reste encore très, très conséquente au niveau de notre collectivité. Voilà pour la section fonctionnement. Est-ce que sur cette présentation certes un peu rapide, il y a des questions? Non, on ne voit pas pour l'instant. Je proposerai de voter ensemble la section de fonctionnement et la section d'investissement. Alors, quand on s'était quitté la dernière fois au niveau du débat d'orientation budgétaire, rappelez-vous, il y avait trois orientations possibles. Et nous étions arrêtés sur la dernière et l'avant-dernière. Et c'est plus la dernière qui avait été retenue avec un espace qui rejoignait un peu la seconde. Il faut vous rappeler, sur la dernière, nous étions à une expérimentation sur un investissement sur le PPI, sur toute la durée de 2023-2027 à 51 millions d'euros, et que avec 51 millions d'euros d'investissement, nous ne passions pas au point de vue de nos critères fiscaux. Nous avons été assez rapidement, à environ 3 ans, dans le mur. Figurez-vous qu'il fallait qu'on trouve 41 millions d'euros, 10 millions d'euros de diminution de cette expérimentation. Nous avoisinons aujourd'hui les 41 millions d'euros. Alors comment pouvons-nous, d'un coup de baguette magique, arriver à ce montant? Eh bien, c'est en travaillant d'ores et déjà sur l'année en cours de 2023, mais c'est également en travaillant sur les années futures, et c'est principalement en décalant d'1 ou 2 ans le gros investissement qui est toujours celui du complexe aquatique. Donc en le décalant, quand vous reprenez les documents que vous avez, vous verrez que sur l'année 2027, nous avons décalé pour un peu plus de 7 millions d'euros le complexe aquatique. Évidemment, c'est-à-dire qu'on décale sur 2023. Alors sur 2023, nous avions dans un premier temps, du moins
les services et mes collègues vice-présidents avaient un tableau prévisionnel des crédits à 9 895 000 euros et que le DOB avait expérimenté 7 240 000 euros. Donc d'ores et déjà sur cette année 2023, il y a eu des arbitrages de fait, notamment je vous l'ai dit tout de suite sur le complexe aquatique, mais sur des diminutions ou des suppressions, pour l'instant sur 2023, sur le schéma vélo, sur l'appui aux communes à mobilité, sur la base de Rouvray, sur le centre fluvial, sur l'étude de programmation du Lac-Auduc, sur les panneaux touristiques, sur la vidéosurveillance des services intérieurs du centre d'arrêt martiaux, les vestiaires de la salle de gym, la mise aux normes du terrain de rugby, les travaux divers au pôle culturel, une étude sur les centres et politiques culturelles, les travaux à la chapelle bleue, la médiathèque de Mauron, et puis également de décaler d'un an les travaux budgétés sur la caserne du SDIS de Pleurmain. Et donc, nous sommes passés de 9 895 000 euros à 7 millions de que je ne trouve pas. Nous avons arbitré 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros. Donc il restait à arbitrer 632 000 euros. Il a été convenu en bureau que cette somme, même si nous n'arrivions pas en totalité de l'arbitrage qui était prévu, restait à un arbitrage à 7 872 000 euros, nous paraissait quelque chose d'acceptable, puisqu'on sait très bien que quand nous projetons des investissements dans un budget, la totalité des investissements prévus n'est pas souvent réalisée en totalité. Donc voilà ce qui est prévu sur l'arbitrage au niveau budget d'investissement, et vous retrouvez bien évidemment dans le document que vous avez en main la totalité de ce qui est prévu dans le budget. Et quand ce que je viens de parler, c'est le budget principal. Comme l'a rappelé le président tout à l'heure, le budget principal ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, et que nous avons bien évidemment pour mission d'équilibrer nos budgets annexes. Sur le bilan des investissements prévus au budget 2023, je l'ai dit, budget principal 7 872 000 euros. Sur les 14 parts d'activité on va valider tout à l'heure les budgets 1 894 100, les bâtiments économiques 414 200, l'assainissement 4 764 500 euros. Regardez, pour que chaque commune s'y retrouve dans le prévisionnel, le plan prévisionnel d'investissement, les déchets 425 100 euros et les autres budgets annexes de 215 000 euros. Donc ce qui fait un total général, budget principal plus l'ensemble des budgets, de 15 585 700 euros de prévision d'investissement. Je pense que sur cette partie investissement, il y a des questions posées. Je n'en vois pas. Je propose de balayer ensuite. Il faut peut-être qu'on vote quand même le budget principal avant de passer au budget annexe. Donc, je vous ai présenté le fonctionnement et l'investissement. Je vais mettre au voix cette présentation. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je ne vois pas, Monsieur le Président. Il ne reste plus qu'à travailler pour remettre en action ces budgets. Merci pour votre confiance. Sur les budgets de parc d'activité, je vais reprendre l'onglet planier, je vous renvoie également sur le document annexe pour vérifier l'ensemble des ligne par ligne des dépenses, des d'investissement et de fonctionnement, des recettes d'investissement et de fonctionnement. Je vais simplement, comme d'habitude, vous lire les montants des budgets annexes. Je vous redire également pour la globalité des parcs d'activité, ce qui reste en commercialisation. Donc sur le parc de la Belle Alouette, équilibre en fonctionnement à 694 383,05 et en recette à 990 097. Sur ce parc, il reste 18 982 mètres carrés en cessible. Ce que je vais vous proposer, sauf si quelqu'un s'y oppose, c'est de voter la totalité des budgets annexes ensemble. Il n'y a pas d'opposition sur un. OK.
Donc sur le deuxième budget annexe par équipe du Poids Vert Langue du Moulin, équilibré en fonctionnement à 3 2 476,08 € et en dépenses en investissement à 1 719 241,05 €. Sur le parc du Bois Vert, il reste 64, à peu près 65 000 m² à commercialiser, Langue du Moulin 28 000 m². Sur le budget annexe du parc de Bois Vert 3, c'est un nouveau budget annexe, donc on a poursuivi des études et un démarrage de travaux d'aménagement. En fonctionnement, 877 438,65 € et en investissement, le même montant. Sur Brocéliande T1, 262 757,49 € en fonctionnement et 201 667,57,49 € en investissement. Il reste, c'est quasiment complet, puisqu'il reste 2280 m² de ces cibles. Sur T2, Brocéliande, 1 925 995,52 € en fonctionnement et 2 071 877,96 € en investissement, un peu plus de 54 000 m² restant disponibles. Sur Brocéliande T3, c'est un nouveau budget annexe 760, équilibré tant en fonctionnement qu'en investissement à 762 492 94 592 94 en fonctionnement. Le Camagnon 312 658 85 en fonctionnement et 181 341,59 € en investissement, et il reste un peu plus de 30 000 € accessibles. Caradec 971 883,84 en fonctionnement et 1 526 735,14 en investissement. Là, le parc est quasiment complet puisqu'il reste 5500 m² de disponibles. Oxygène, 884 310,11 € en fonctionnement et 800 000 en investissement, et il reste 28 300 m² de ces cibles. Les pierres blanches, 187 087,95 en fonctionnement et 202 010,27 en investissement, et il reste 5 400 m² de ces cibles, quasiment complet. Le parc d'activité du Corporate, 1 344 287,70 en fonctionnement et 2 294 998 en investissement. Il reste 34 000, à peu près 35 000 m² accessibles. Ronsouze, 499 647,69 en fonctionnement, 868 031 en investissement. Il reste 10 865 m² accessibles. Val-Douce et Beaubouet, 459 851,14 en fonctionnement et 406 868,28 en investissement. Pour le parc d'activité de Val-Douce, il reste 20 800 m² accessibles, et Beaubouet 4 000 m². Le Grand Moulin, 65 715,44 en fonctionnement et 131 230,88 en investissement, il reste 6 143 m². Et puis, vous avez les autres budgets annexes, budgets primitifs sur les bâtiments économiques, le sport, l'assainissement collectif. On va les balayer également. Donc, sur les bâtiments économiques, 626 000 en fonctionnement, 752 700 en investissement. Sur le SPANC, 305 700 en fonctionnement, 232 900 en investissement. Sur l'assainissement, ce sont des montants conséquents, et vous voyez bien que la section d'investissement est très conséquente, 2 251 600 en fonctionnement et 7 398 200 en investissement. Sur l'ADS, 3D Sol, 492 500 en fonctionnement, et l'investissement de manière tout à fait normale est à 31 000 €. Ils sont beaucoup plus en fonctionnement. L'office de tourisme, on l'a dit tout à l'heure, 582 600 en fonctionnement et 6 600 € en investissement. La gestion des déchets, 1 663 500 € en fonctionnement et 0 en investissement. L'ATOM, 4 889 000 en fonctionnement, 684 400 en investissement. Donc pour la ROM que j'ai évoquée précédemment, c'est bien évidemment Mauron, le Port-Pret et le Val-Douce. Le réseau de transport, 1 453 100 € en section de fonctionnement. Donc, on l'a évoqué lors du précédent débat de la sous-budgétaire.
Et notre collègue Florence Ponel, qui n'était pas parlé de tout, a oublié de dire qu'il y avait du TAD sur l'ensemble du territoire. Donc je rectifie cet aspect, et pour vous parler de TAD, on l'a sans doute surévalué dans notre budget annexe transport, parce que c'est extrêmement difficile de quantifier le montant qui sera dépensé sur le TAD. Donc il y a fort à parier que nous aurons un montant un peu moins conséquent en section de fonctionnement. Et puis rappelez également que nous sommes en année, sur ce budget annexe, nous sommes en année pleine avec le nouveau dispositif qui a été mis en place mi-2022. Et puis nous serons également en septembre 2022, et nous serons également en année pleine quant à recouvrement de la taxe mobilité auprès des entreprises, tant privées que publiques, de plus de 10 salariés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que sur cette présentation de tous ces, est-ce qu'il y a des questions? Une remarque, une observation, sur les parcs d'activité n'apparaissent pas le Val-Baudron, ni ils apparaissent, ils sont cachés dans les bâtiments économiques. Ou dans le port, ouais. Par d'activité de port. Donc, la zone du Moulinet, c'est pareil alors. C'est un budget annexe qui est clôturé. Et c'est un budget annexe qui est clôturé. Plus de budget annexe du Moulinet. Ok. Donc, elle n'existe plus. Il n'y a plus de budget annexe. Hors budget. Budget général. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? D'autres remarques? Donc, non, on ne voit pas. Je mets au voie donc, sur tous ces budgets que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de votre confiance. Donc, après, je vais essayer de pas m'y perdre. Subvention d'équilibre. Affaires financières. Donc, rappelez les montants, parce qu'important, sur le budget principal, on équipe le budget de fonctionnement à 31 000, pratiquement 32 millions d'euros. Sur les subventions d'équilibre au budget du CIS, le permis de communauté, il nous faut prévoir une subvention d'équilibre au budget annexe. Ah oui, j'ai oublié une page un peu vite, excusez-moi. Merci Ronan. Sur les différents budgets, il faut prévoir pour Camagnon une subvention d'équilibre de fonctionnement de 90 000 euros. Le parc d'activité bois vert à du Moulin, 150 000 euros. Le parc d'activité de procédure, 85 000 euros. Les terres blanches, 30 000 euros. L'Alouette, 50 000 euros. Caradex, 116 000 euros. Le parc d'activité Corvette, 75 000 euros. Ronceau, 60 000 euros. L'autorisation du droit des sols, 269 000 euros. Et les bâtiments économiques, 200 000 euros. Il y a un accord favorable de la Commission des finances du 27 février. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je mets au voie. Je vous demande d'approuver ces montants prévisionnels. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Approuvé. Sur le bordereau suivant, il s'agit du subvention de fonctionnement au CIAS. Donc, il faut prévoir une subvention de fonctionnement d'un montant de 431 000 euros. L'année dernière, nous étions à 411 000 euros. Il y a un avis favorable de la Commission des finances du 27 février. Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de fonctionnement du montant de 431 000 euros CIS de permis de communauté pour 2023. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Et je crois, Monsieur le Président,
C'est effectivement le dernier bordereau des affaires financières. Merci, bonne écoute. Merci bien, Michel.